Donc, je vais vous faire la lecture d'un livre que j'ai moi-même trouvé très intéressant. Il est de Simon Lucas, Un petit créole et ses souvenirs. Donc je vais vous lire donc, ce que lui, il a vu, sa mémoire, en passant donc dans le camp du Gaulle. Et je vais commencer maintenant. Simon Lucas, c'est une personne de Tanzanie, il est décédé aujourd'hui. Et il a écrit, je trouvais, quand j'ai lu son livre et quand j'ai arrivé sur le camp des travailleurs noirs, j'ai trouvé que tout ce que j'ai vécu, quand j'étais en train de lire, je sentais l'odeur, je me revoyais dans ce camp du Gaulle. Alors, le camp des travailleurs noirs après 1848, le néo-esclavagisme. Après l'abolition de l'esclavage, le 20 décembre 1848, les esclaves travailleurs de la terre refusèrent en majorité de demeurer avec leurs anciens maîtres, chez qui ils avaient été considérés comme des bêtes. Alors, ils s'éparpillèrent un peu partout, dans l'intérieur de l'île surtout, vivant au jour le jour, mais contents d'être enfin libres de leur destin. N'ayant plus de bras pour la mettre en valeur, l'agriculture réunionnaise, surtout la culture du café et de la canne, passa un moment critique. Les dirigeants coloniaux durent chercher une solution au problème de la main-d'œuvre. En effet, pour cultiver les champs, pas encore de mécanique, ni charrue, ni tracteur. Pour l'usine, pas de grue pour porter les cannes sur la chaîne, conduisant au moulin. Les usines marchaient au bois, dont des milliers de stères s'entassaient aux abords. Donc, tout se faisait à la main. Plantation, après-épierrage, quasi symbolique, débroussaillage, faussage, grattage, épaillage, fumage, coupage, transport par charrette et remplissage des moulins par brassée. Les propriétaires d'usines à sucre et les gros propriétaires fonciers, voyant leurs industries et leurs terres mourir, faute de main-d'œuvre, pensèrent alors, avec l'accord des gouverneurs de l'île, à l'importation des travailleurs de la terre et de l'usine. C'est ainsi qu'ils recrutèrent par force de l'Inde et de l'Afrique des hommes et des femmes, jeunes et forts, qui devinrent pour eux, en quelque sorte, leurs nouveaux esclaves. Ça va jusque-là? Oui, ça. Les Noirs d'Afrique et les Malbars de l'Inde débarquèrent à La Réunion au pont du Barachoir. En particulier, furent rassemblés pour la plupart dans les camps autour de l'usine. Non seulement pour faire marcher les machines, mais aussi pour les travaux dans le camp bien plus pénibles, plus durs, plus éreintants, nécessités à cette époque par la culture de la canne. Dur métier sous le soleil ou la pluie, sans repos, avec les fourmis qui mordent et les guêpes qui piquent, avec les châtiments corporels sans ménagement et sans pardon. Levé à la cloche dès 5 heures du matin et fin de journée de travail très souvent après le coucher du soleil. Comment vivaient-ils ces nouveaux esclaves noirs, parqués et entassés dans des camps malpropres, vivant dans des cabanons, boueux ou poussiéreux, avec une seule porte d'entrée, sans fenêtre, sans aération, sans eau courante, une sorte de fontaine unique pour des centaines d'habitants, sans cuisine pour cuire le repas, 3 galets posés à terre en triangle sur lesquels ils posaient leurs marmites sans WC. Ces travailleurs et leurs nombreux enfants dormèrent à même le sol, sur des laises de goni ou pour les plus de brouillard, sur des paillasses faites de sacs fourrés de paille, de canne ou de maïs, se nourrissant mal et surtout travaillant 16 à 18 heures par jour, pour un salaire dérisoire que leur valait leur maître quand ils étaient bien disposés. J'ai visité à plusieurs fois, pendant mon enfance, l'un de ces camps autour de l'usine du Gaulle, sous Kervegen. C'était vers 1915.
Ma tante, sœur de maman, née Savigny, et mon oncle Défaut, employé d'usine, vivaient à côté du camp, dans une grande paillote assez confortable cependant. Quand j'allais chez eux, au Gol, je passais souvent par le camp pour me rendre dans une ambiance où il fallait se boucher les narines pour ne pas dégobiller. Je voyais et plaignais ces enfants nus et sales qui jouaient dans ces cours puantes parmi les porcs en liberté et les chiens errants. Et je me demandais intimement comment ces blancs riches pouvaient s'accommoder et vivre heureux dans leur maison luxueuse à proximité immédiate d'un tel camp d'épouvante. Mais ce n'est pas tout. Ces hommes et ces femmes qu'on ne voyait guère chez eux le jour, parce que constamment au travail dans les champs ou à l'usine, vivaient cette ignoble vie sous la coupe abominable et incessante des chefs, souvent noirs comme eux, mais plus affranchis, qu'on appelait colombes ou commandeurs. La moindre faute, le plus petit désobéissance, le plus court manquement au travail, rien n'était excusable pour le colombe. Tout était rigoureuse et vigoureusement puni et réglé à coups de chabouk ou de fouette de tamarin. Incassable, ou bien par des corvées supplémentaires plus pénibles encore. Dans ce camp du Gol, où vivotaient plusieurs centaines de néo-esclaves, pas de médecins, pas de pharmacie, pas de médicaments. Les malades éventuels et les blessés occasionnels, livrés naturellement dans cette saleté au virus du tétanos, mouraient faute de soins, abandonnés à eux-mêmes. On essayait souvent, toujours, de les soigner en faisant appel aux sorciers, avec ces gris-gris trompeurs, ou encore à des tisanes de bonnes femmes, des coctions de plantes médicinales inadaptées à la maladie, plus ou moins agissantes, le plus souvent inopérants pour leur mal. Devenus vieux par réception ou impotents par accident, donc inaptes à fournir un travail soutenu et rentable, ces travailleurs quittèrent obligatoirement le camp afin de chercher à se loger et à vivre ailleurs. Car sans charité aucune, sans dédommagement pour le travail fourni pendant des dizaines d'années, l'usinier qui travaillait ne les avait jamais vus ni connus, le faisait expulser du camp et de la propriété. Où aller? Aucun parent pour les recevoir. Où trouver un endroit pour mourir, pour achever cette vie d'esclave, marquée par la souffrance, le travail forcé et la résignation. Heureux quand ce damné de la terre trouvait un petit paysan charitable et bon pour offrir un soulagement à leur solitude et à son dénuement, lui permettant ainsi de finir sa vie exécrable de nouvel esclave. Chez nous, à l'étang Salé-Léo, petit village pauvre en ce début du siècle, où les paysans s'adonnaient surtout aux cultures vivrières, maïs, manioc, haricots, petits pois, patates douces, nous avons hébergé, à mon souvenir, 3 au moins de ces vieux miséreux. J'étais hors du camp du Gol. Leurs noms ne vous disent rien à vous, mais à moi, gamin de 4 à 5 ans, aux yeux bien ouverts, ils disent beaucoup. Je me rappelle. Je les revois devant moi. Paul Galère, Mila, pas Gustave. Ils ont bercé mon enfance, curieuse, en me racontant l'histoire de leur vie, plus simple et plus heureuse dans leur pays d'origine. Avant leur déportation par l'affreuse dans le camp du Gol. En vous le nommant aujourd'hui, je lève un coin de voile qui a presque 90 ans. Ne cache pas encore tout à fait un seul de mes souvenirs d'enfance. Aussi, je me souviens de leur visage burinés par le travail et leur silhouette courbée, de leur façon aimable et simple de m'accueillir dans le petit hangar en paille et les abris où ils sont morts.
pauvre victime d'une déportation injuste et brutale, soumise impitoyablement aux travaux forcés des néo-esclavagistes. Un humain d'après le 20 décembre 1948. Voilà, mais je ne sais pas, vous allez couper après, vous allez prendre.